Bonjour à tous et merci infiniment évidemment à la chaire de Cergy pour sa confiance renouvelée. Merci Natacha bien sûr pour cette présentation. Cette table ronde va nous réunir tous quatre. J'ai déjà été présentée, donc nul besoin de le refaire. Anne-Sophie Chenet-Grimaldi, je suis professeure à Nanterre. Et nous allons écouter donc Magali Jalad, vous êtes de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Je regarde derrière pour être sûre de ne pas écorcher le nom de l'autorité. Merci infiniment. Erwan Kerguelen de l'autorité de la concurrence, rapporteur général adjoint. Et Maître Durand, qui est spécialiste de droit du sport et de droit de la concurrence. On va dire que ça tombe bien, quoi, hein, vu le thème du jour. Donc, on va être un tout petit peu à la frontière, évidemment, des problématiques relatives aux droits des consommateurs, puisqu'il va s'agir de droit de la concurrence. Mais le droit de la concurrence est un droit qui est tourné, bien évidemment, vers l'intérêt du consommateur. De sorte que je pense qu'on est quand même parfaitement dans le thème, pas d'inquiétude sur le sujet. On est dans le thème, puisqu'il va falloir essayer de réfléchir à la question de savoir finalement comment le droit de la concurrence peut protéger l'intérêt des consommateurs pendant cette période de JO. En réalité, il faut garder à l'esprit que le sport est une activité économique. Alors, qui n'est peut-être pas une activité économique comme une autre, mais qui est bien une activité économique. Et pour cette raison, les entités qui s'occupent d'activités sportives sont pleinement soumises aux contraintes du droit de la concurrence. Il y a eu 3 arrêts fameux rendus par la Cour de justice de l'Union européenne le 21 décembre dernier qui sont venus rappeler cette règle-là, la règle selon laquelle donc les associations sportives, les fédérations, eh bien ce sont des entreprises au sens du droit de la concurrence, et elles sont donc soumises aux contraintes du droit de la concurrence. Leurs décisions unilatérales ou les contrats qu'ils concluent ne doivent pas enfreindre les règles des articles 101 et 102 du TFUE, c'est-à-dire ne doivent pas constituer des ententes ou des abus de position dominante. J'ai parlé de ces arrêts de décembre 2023. C'est pas une nouveauté, hein. Il y avait déjà eu des arrêts, en particulier Mecca Medina en 2006, qui affirmaient cette règle. Alors le principe d'applicabilité du droit de la concurrence au secteur sportif supporte tout de même certaines exceptions. Et les arrêts de décembre 2023 sont revenus là-dessus. La Cour de justice nous a dit que, alors je relis bien mon papier parce que tous les mots comptent, comme d'habitude, avec les critères posés par la CJUE, ne sont pas soumises au droit de la concurrence. Les règles qui obéissent à 2 conditions cumulatives. Premièrement, elles ont été adoptées exclusivement pour des motifs d'ordre non économique. Bon. Et deuxièmement, elles portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel et ce faisant doivent être regardées comme étant étrangères à toute activité économique. Bon, à mon avis, les deux font un petit peu doublon, mais de manière de dire la même chose. La Cour de justice donne des exemples pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Les règles qui excluraient, donc les règles qui excluent, je ne sais pas pourquoi je parle au conditionnel, qui excluent dans une certaine mesure les joueurs étrangers de la composition des équipes nationales, des équipes qui représentent leur pays. Ça, c'est l'exemple type de règles purement sportives qui échappent aux contraintes du droit de la concurrence. Et puis les règles qui fixent des critères de classement pour sélectionner les athlètes qui participent à des compétitions à titre individuel. Bon. Mais enfin, une fois dit cela, et on en a parlé lors de la préparation à cette table ronde, il peut y avoir tout de même des difficultés de frontières, s'agissant donc des décisions qui sont soumises ou pas au droit de la concurrence. Alors, on admet en général que tout ce qui concerne les règles du jeu, voilà, quand la fédération pose des règles du jeu, ça échappe au droit de la concurrence. Mais en réalité, dans mon esprit, c'est jamais si clair que cela, parce qu'il y a des règles du jeu qui ont un impact économique et qui sont adoptées parfois avec des visées économiques. Je pense à des
des règles, par exemple, sur l'éclairage de terrain qui permet d'avoir des compétitions la nuit. Avoir des compétitions la nuit à certaines horaires, ça permet de vendre des droits audiovisuels sur certaines compétitions qu'on ne pourrait pas avoir autrement, etc., etc. Bon. Enfin, en dehors de ces exceptions, la sphère sportive est donc soumise au droit de la concurrence. Ça tombe bien, il y a vraiment un sujet entre JO et droit de la concurrence. Et c'est là que je voulais en venir. Le CIO est donc qualifié d'entreprise au sens du droit de la concurrence et doit donc respecter les contraintes du droit de la concurrence. Ce qui veut donc dire que les décisions prises par le CIO ou les contrats qu'il conclut ne doivent pas enfreindre les règles relatives aux ententes et aux abus de position dominante. Alors, pour organiser un peu cette table ronde, nous avons choisi d'évoquer deux activités, on va dire, liées au JO et qui, à coup sûr, entrent dans le domaine d'application du droit de la concurrence parce qu'il s'agit d'activités économiques. La première activité, c'est l'activité de sponsoring. Et la deuxième, c'est l'activité relative donc à l'attribution des droits TV concernant les JO. Alors, on va commencer par le sponsoring. Et ça, en fait, c'est une vaste question parce qu'on va autant parler du sponsoring que du non-sponsoring. C'est-à-dire, on va autant parler des entreprises qui ont la qualité de sponsor, de celles qui ne l'ont pas et qui ne doivent donc pas s'arroger les droits qu'elles n'ont pas. Alors, on va commencer peut-être par le sponsoring, c'est peut-être le plus évident, puisque évidemment, il y a des entreprises qui ont cette qualité et qui, ce faisant, bien nécessairement doivent obtenir des contreparties grâce à ce contrat de sponsor. Alors Emmanuel, je crois que peut-être tu pouvais nous exposer un peu la manière dont les choses se forment, se nouent, comment la relation contractuelle se noue entre les entreprises et les JO et comment on peut avoir accès à un contrat de sponsoring. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de parler aujourd'hui devant vous. Alors, le sponsoring des Jeux Olympiques. On entend beaucoup de choses en ce moment, notamment sur le coût des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je pense que c'est bien au début d'avoir un petit éclairage sur comment sont financés les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a deux choses en fait dans l'organisation des Jeux et deux entités différentes. Il y a le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'une part, et une autre émanation qui s'appelle la Solideo. La Solideo, c'est la société qui livre les équipements olympiques. Donc le stade olympique, pas le stade parce qu'il est déjà construit, c'est le Stade de France, le village olympique, la piscine qui a été construite à Saint-Denis, ce genre de choses. Ça, c'est la Solideo qui s'occupe de ça. La Solideo, elle est financée par deux choses essentiellement. Elle est financée par l'État, sur tous les ouvrages qui ont vocation à durer après les Jeux. C'est en général l'État qui les finance. Et puis elle est financée par des promoteurs. Typiquement, le village olympique, le village, après les Jeux, sera utilisé comme quartier, et donc sera loué à des gens, sera loué à des commerces, sera loué à des habitants, et donc il y a des promoteurs qui financent la construction du village, et à ce titre-là, qui, derrière, en retireront les fruits une fois que les Jeux sont finis. Alors ça, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la Solideo, je vais plus m'attarder, quand on parle des sponsors, sur le COJO. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques, donc, qui a été fondé une fois que c'est une organisation semi-publique, publique, parapublique, je dirais, qui a été fondée une fois que les Jeux ont été attribués à Paris. Donc il y a un contrat ville haute qui a été signé, qui le CIO demande la constitution d'un comité d'organisation locale. Ce comité, il est financé essentiellement, le budget du comité pour l'organisation, c'est de l'ordre de 4,5 milliards d'euros à peu près. Le financement, c'est 96% aujourd'hui le privé. 96%. Il y a 4% qui sont financés par les pouvoirs publics qui sont uniquement pour les Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques sont entièrement financés par le privé, avec trois grands aspects. Il y a un tiers à peu près, allez, à la ronde, un tiers pour le ticketing, donc les billets et l'hospitalité, un tiers qui est financé par le CIO lui-même via notamment les partenaires, ce qu'on appelait les partenaires top, et j'y reviendrai tout à l'heure. Les partenaires top, c'est les grands partenaires mondiaux du CIO, dont Airbnb, par exemple, qui était présent. Airbnb est un partenaire top. On a parlé d'Alibaba tout à l'heure, c'est aussi un partenaire mondial du CIO. Vous avez Coca-Cola, vous avez Visa, vous avez Allianz, vous avez Toyota, tous ces grands partenaires mondiaux.
Et puis le comité d'organisation, lui, cherche des partenaires qui sont des partenaires nationaux avec différents rangs de partenariat. Donc vous avez la BPCE, vous avez Carrefour, vous avez tout ce genre de partenaires qui vont payer un ticket pour associer leur nom aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques et qui vont payer des sommes d'argent qui sont souvent assez importantes dans ce cadre-là. Donc tout ça pour dire que le partenariat des Jeux Olympiques et la nécessité de pouvoir attraire des partenaires et protéger ces partenaires est extrêmement important. Pardon. Pourquoi ? Parce que, et on en parlera tout à l'heure, je pense avec Erwan et Magali, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus souvent dans les grands événements sportifs, quelque chose qu'on appelle, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qu'on appelle l'embouche marketing. L'embouche marketing, c'est le marketing d'embuscade, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas partenaires d'un événement sportif, mais qui vont se rattacher à cet événement, faire de la publicité autour de cet événement, le cas échéant, utiliser des signes distinctifs, des marques, etc. de cet événement, pour faire croire qu'ils sont partenaires de l'événement sans bourse déliée. Donc on va pouvoir dire, c'est bien pour le droit de la concurrence, il y a beaucoup de gens qui font de la publicité et qui vont pouvoir vendre des produits autour d'un événement. Il faut bien garder à l'esprit que c'est une pratique qui est une pratique de parasitisme et qui a un impact direct sur l'attractivité d'un événement sportif pour le financement de celui-ci. Et un événement sportif sans les sponsors, aujourd'hui, il n'est pas financé. Si ce n'est pas les sponsors qui financent les JO, c'est vous et moi avec nos impôts. C'est très clair. Donc, le sponsor a un rôle extrêmement important. Et juste, pardon pour cette introduction un petit peu longue, mais le sponsor d'une compétition doit être protégé par différents moyens, et on y reviendra tout à l'heure si tu veux, Anne-Sophie. Alors, oui, bien sûr, il doit être protégé, mais avant cela, le sponsor a tout de même certaines contreparties. Alors, évidemment, en termes de notoriété, c'est la première à laquelle on peut penser. Je crois que tu voulais aussi évoquer la question des affichages publicitaires, en particulier sur les stades, parce que là, moi, tu m'as appris des choses que j'ignorais, peut-être que d'autres ici l'ignorent. C'est une règle particulière sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Paralympiques, la règle n'est pas la même, mais sur les Jeux Olympiques, c'est une règle immutable du CIO depuis de très très nombreuses années. Alors je ne sais pas si vous regardez aujourd'hui l'Euro de football par exemple, vous voyez qu'autour des terrains, toutes les 10 secondes apparaissent le nom d'un sponsor. Les Jeux Olympiques, ce qu'on appelle le clean venue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune publicité sur le terrain des Jeux Olympiques. Aucune. Vous regardez les Jeux, vous n'aurez pas une marque de sponsor qui va apparaître sur le terrain des Jeux Olympiques. Ça veut dire que les gros partenaires achètent des partenariats pour ne pas être visibles pendant les Jeux lui-même. Donc à la télévision, vous ne verrez pas les marques partenaires des JO. Paralympique, c'est différent, je vous l'ai dit, le comité international paralympique autorise la publicité sur le terrain de jeu. Donc le principal intérêt pour un partenaire, c'est de pouvoir associer son nom avec le mouvement olympique, pas sur le terrain de jeu, mais de façon globale dans sa communication. C'est le droit de pouvoir utiliser les marques olympiques et paralympiques, le droit de pouvoir faire des activations à l'extérieur du terrain de jeu, le droit de pouvoir faire de la publicité. Mais par exemple, un élément qui est important, c'est qu'il y a une priorité qui est donnée aux sponsors des jeux sur les publicités pendant les diffusions à la télévision, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exclusifs. Vous avez des publicités à la télévision, les spots publicitaires, c'est pas uniquement les partenaires des jeux, mais il y a une priorité qui est donnée aux partenaires pour acheter un certain nombre de spots à ce moment-là. Mais ce point, je pense, sur la visibilité des partenaires pendant l'événement lui-même, il est important, ce qui veut dire que, a fortiori, je dirais, sur les Jeux Olympiques, il y a une nécessité de protéger les partenaires. Et alors, dernière question sur la conclusion du contrat lui-même. Est-ce qu'il y a une transparence des tarifs ? Est-ce qu'on sait, il faut mettre temps pour être top, temps pour être moyen ? Oui, il y a une transparence des tarifs. Alors, transparence qui est limitée comme toujours. Un partenaire top, c'est top. Non, un partenaire top, ça veut dire the Olympic Program, en fait. C'est les partenaires du CIO. C'est des partenaires mondiaux qui concluent des accords de parfois très long terme avec le CIO pour des sommes
que moi je ne connais pas. Moi je travaille beaucoup pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Les sommes qui sont données par les partenaires top, je ne les connais pas et le CIO est assez secret sur ces choses-là. Mais c'est des centaines de millions d'euros, ça c'est sûr. Après, il y a différents niveaux de partenariat au niveau national sur les Jeux eux-mêmes, avec des partenariats pour les plus grandes catégories qui sont publiques. C'est des sommes qui atteignent entre 100 et 150 millions d'euros à peu près. Et puis après, il y a des partenariats qui sont en fonction du rang de partenariat, qui sont des sommes différentes. Alors, il y a une chose aussi qui est importante dans les partenariats des JO. Vous avez cette somme financière qui est versée par les partenaires et vous avez beaucoup de partenaires qui contribuent indirectement ou directement, non pas par une somme d'argent, mais par ce qu'on appelle du VIK, c'est-à-dire Value in Kind. Pardon, il y a beaucoup d'anglicismes dans ce domaine. Donc, le Value in Kind, c'est tout ce qui est apporté en dehors des sommes d'argent. Typiquement, vous avez un certain nombre de contrats. Par exemple, vous avez un contrat d'équipementier. Avec le comité d'organisation a passé des contrats avec le Coq Sportif et Decathlon sur un certain nombre d'équipements. Il y a une somme financière qui est apportée, mais cette somme financière, finalement, elle n'est pas très importante par rapport à l'obligation de l'équipementier de fournir le comité d'organisation, les sportifs, les volontaires en équipement. C'est surtout ça la plus grande valeur. Donc, vous avez des diversités de valeurs, mais oui, vous avez différents rangs de partenariats qui aboutissent à différentes contreparties financières de la part des sponsors. Erwan Kerguelen, donc de l'autorité de la concurrence, vous êtes rapporteur et pour ceux qui ne sont pas, vous êtes rapporteur général, pardon, pour ceux qui ne sont pas habitués par les questions organisationnelles de l'autorité, c'est donc vous qui vous chargez des services d'instruction, enquête et instruction. Est-ce que ces contrats de sponsors en règle générale, JO ou pas JO d'ailleurs, mais enfin bon, comme on parle des JO, on va parler de cet événement. Est-ce que ça génère chez vous des questionnements particuliers de droit de la concurrence ? Merci beaucoup. Alors peut-être juste une précision. Donc oui, effectivement, je gère un des services d'instruction NS6 et qui est plutôt sur les questions de distribution. Alors, peut-être un caveat général, j'ai pas d'informations particulières sur les conditions dans lesquelles les contrats de sponsoring ont pu être conclus, et je m'en tiendrai donc à des considérations générales sur les différentes modalités de contractualisation et les caractéristiques qui peuvent être importantes dans le cadre de l'analyse concurrentielle. Alors, je dirais, une des premières questions intéressantes, c'est de savoir est-ce que est-ce que le droit de la concurrence est applicable ou pas. Alors, on a deux décisions qui sont intéressantes, notamment la décision 10D17 qui concernait des pratiques mises en œuvre sur le marché de la boule de pétanque de compétition. Alors, là, du coup, ça pose la question de savoir est-ce que ça rentre dans les prérogatives de puissance publique ou est-ce que ça en est détachable, dans la mesure où c'était et donc la décision disait qu'une fédération sportive a une mission de service public en application de l'article L131.1 du Code du sport, y compris lorsqu'elle organise des championnats de France, en application de l'article 131.9 du Code du sport. En revanche, si elle conclut des contrats de partenariat avec des annonceurs comme des fabricants de boules de pétanque à qui elle vend à l'occasion du dit championnat une prestation de service, elle accomplit alors des actes détachables de la mission de service public qui peuvent être analysés à la lumière du droit de la concurrence. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, je dirais. Et ça s'inscrit aussi dans la même lignée que l'arrêt Mecca Medina que vous citiez tout à l'heure, où on ne peut pas partir du principe que la seule... et ce qui est assez intéressant dans cet arrêt, c'est que la Cour considère que, enfin, met bien en avant que la seule circonstance qu'une règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir la personne qui exerce l'activité régie par cette règle ou l'organisme qui l'a édicté de l'application du traité. Donc, et donc ça, c'est assez intéressant. Et donc là, après, ça concernait la réglementation antidopage. Et donc, au final, bon, toute problématique a été écartée dans la mesure où il n'était pas démontré que la commission avait fait une erreur manifeste par rapport
au type de contrôle et le taux de substances anabolisantes qui avait été mis en œuvre. Mais en tout cas, la première question qui est intéressante au titre du droit de la concurrence, c'est celle-là. Alors, bon, là, vraisemblablement, tout le contrat de sponsoring dans le cadre des Jeux Olympiques entre dans le champ d'application du droit de la concurrence. Et donc, à ce titre, c'est intéressant de se poser la question. Et donc, après, une fois qu'on a dit ça, c'est la deuxième question, c'est finalement, quelles sont les modalités contractuelles qu'ont amené ces contrats, ces partenariats. Bon, généralement, il y a deux voies contractuelles qui peuvent être utilisées, qui présentent des avantages et des inconvénients, les appels d'offres ou les procédures de gré à gré. Bon, il n'y a pas d'obligation d'appel d'offres, hein, mais donc simplement, après, l'appel d'offres offre certaines garanties de mise en concurrence, mais bon, aussi plus lourd à gérer. Les procédures de gré à gré sont moins transparentes, mais bon, du coup plus faciles à gérer. Donc chaque système finalement présente des avantages et des inconvénients. Mais en tout état de cause, quel que soit le processus d'attribution choisi, un partenariat de sponsoring ne peut poser problème au titre de droit de la concurrence que s'il altère le fonctionnement de la concurrence sur le marché. Et donc, et c'est intéressant sur les sponsoring parce que contrairement aux droits de diffusion qui vont être utilisés comme un vecteur d'abonnement, notamment pour la télévision payante, les contrats de sponsoring ne constituent qu'une des modalités de communication pour les marques. Et donc, nécessairement, l'évaluation concurrentielle qu'on sera susceptible de faire de ce type d'accord, du coup, est nécessairement différente de celle qu'on a sur des droits de diffusion, où là, il y a un effet de traction beaucoup plus fort du partenariat. Et après, l'évaluation, elle est aussi susceptible d'être différente suivant le niveau de convergence qui existe entre le produit et la compétition. Alors, la décision au but tout à l'heure était particulièrement intéressante parce que là, il y avait vraiment une convergence très spécifique entre, d'une part, le produit des boules de pétanque et la compétition au championnat de pétanque. Et donc, là encore, bon, quand on est sur des Jeux Olympiques, par exemple, donc je prends l'exemple des partenariats type Alliance ou autres qui étaient cités tout à l'heure. Du coup, c'est pas quelque chose de très spécifique et ça rentre dans le cadre d'un plan de merchandising ou en tout cas de communication des marques. Et c'est d'ailleurs un des points qui avait été mis en avant je crois que c'est un avis de 2003 sur l'hospitality à Roland-Garros qui mettait bien en avant que effectivement, enfin, un certain nombre de marques utilisaient un certain nombre d'événements sportifs pour communiquer et faisaient leurs arbitrages en fonction de ça, du prix et des conditions qui étaient offertes à chaque fois. Et peut-être pour finir en guise d'ouverture, un point qui est assez intéressant, c'est dans l'actualité récente, Liberty Media a racheté les droits de Dorna. Donc Dorna, c'est la société qui gère les championnats de moto, donc MotoGP, Superbike. Liberty Media, c'est aussi la société qui exploite déjà la Formule 1. Donc on va avoir un opérateur qui va potentiellement détenir une position assez importante sur des championnats particulièrement attractifs en termes de sport mécanique. Et donc ce sera particulièrement intéressant de voir les analyses des autorités de concurrence, à la fois sur le point de savoir s'il existe des risques sur les contrats de sponsoring avec ces sociétés, donc de voir quelle analyse sera susceptible d'être menée, ou que ce soit sur le point de déterminer, mais là c'est encore une autre question sur l'autre question plus tard, mais sur le point de déterminer l'impact de la détention des droits de diffusion par un unique opérateur sur la concurrence. Merci Erwan. Peut-être on reste encore un tout petit peu sur les pratiques anticoncurrentielles et après on va vers l'ambush marketing parce que je sais que tout le monde est très intéressé évidemment par cette question-là. Les organisateurs du colloque m'avaient donné une sorte de petit cas pratique en me demandant d'examiner la conséquence d'un des contrats de sponsoring qui est conclu avec Visa. On m'a informé du fait que, conséquence probable du contrat de sponsoring, Visa bénéficie
comment on va dire ça, on va dire d'une exclusivité, si vous voulez, c'est-à-dire que pour tous les biens, tous les petits objets qui vont être vendus aux abords des stades de ce compétition, dans les boutiques officielles, on ne pourra payer qu'avec la carte Visa, et pas les autres cartes, et ça serait, on pense, une conséquence du contrat de sponsoring. Alors moi, j'ai été interrogée là-dessus, je n'en savais strictement rien de cette réalité factuelle. Bon, j'ai réfléchi, et puis on y a réfléchi ensemble. Alors, je vous laisse peut-être donner vos conclusions, parce que finalement, il nous a semblé, je crois, sans trahir la conclusion, que ça ne générait pas de préoccupations particulières. Voilà pour une première, on va dire, conclusion rapide sur le cas pratique que vous m'avez donné. Alors, si je peux me permettre d'introduire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en effet, les sponsors ont un certain nombre de droits et de droits exclusifs qui sont prévus par les contrats de sponsoring. Plus le sponsor est important, plus les droits exclusifs qui lui sont conférés le sont également. Et Visa, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec l'embouche, parce qu'il y a des exemples assez intéressants avec Visa. Visa est un partenaire historique de CIO depuis maintenant au moins une quarantaine d'années. Et parmi les droits qui sont accordés à Visa, il y a des droits de priorité quand cela est possible, c'est-à-dire que notamment les autres sponsors qui vendent des produits doivent mettre en avant Visa parmi les moyens de paiement, mais c'est une mise en avant uniquement, c'est pas une obligation. Simplement, vous devez afficher Visa dans ce cadre-là. Et puis, c'est pas pour tous les produits, Anne-Sophie, c'est pour les produits qui sont vendus dans les boutiques officielles. Donc, il y a un certain nombre de boutiques officielles sur les emplacements olympiques et puis dans la ville. Et dans les boutiques officielles, en effet, il a été décidé de n'accepter que la carte Visa. Maintenant, je ne sais pas si vous allez chez des commerçants, vous avez des commerçants qui n'acceptent pas la carte American Express, qui n'acceptent pas Eurocard, Mastercard. C'est exactement le même principe ici. On a un droit qui est un droit d'accepter ou de ne pas accepter certaines cartes de paiement. Et c'est vrai que du fait du partenariat, et c'est bien normal, je trouve, il y a une exclusivité qui est donnée quand elle est possible aux sponsors de la compétition. Oui, alors peut-être un premier point, c'est que, enfin, moi je me prononce pas à savoir sur le fait qu'il existe ou pas des préoccupations de concurrence de ce type de partenariat. Seule une analyse détaillée d'un cas d'espèce peut permettre de le déterminer. Donc voilà. Après, donc, comme je disais tout à l'heure, la conclusion de partenariat de sponsoring constitue un des vecteurs de communication à disposition des entreprises pour valoriser leur marque ou leurs produits vis-à-vis des consommateurs. Et donc, le but, c'est de générer un avantage au bénéfice de ces entreprises et qui peut être plus ou moins important suivant la nature et les caractéristiques de la manifestation. Alors peut-être quelques éléments sur les questions qui peuvent être susceptibles, qui peuvent être intéressantes de se poser dans le cadre de l'évaluation concurrentielle. La première, c'est le niveau de substitutabilité qui peut exister entre les différentes compétitions, du point de vue des annonceurs. Donc en effet, plus la substitutabilité sera importante du point de vue des entreprises, plus finalement l'exclusivité qui sera détenue sur une compétition d'importance majeure aura un niveau peut-être d'effet négatif moins probable. Et donc là, je recite un peu l'avis de 2003 sur l'hospitality à Roland-Garros, parce que c'était notamment un des éléments qui avait été mis en avant par le Conseil, qui relevait que la plupart des sociétés de communication événementielles proposent des prestations afférentes à de multiples événements culturels et sportifs, et qui arbitrent entre ces différentes manifestations en fonction de critères qui leur sont propres. Donc on voit bien qu'à partir du moment où il y a une substitutabilité, et du coup ça amène à des arbitrages, et donc l'exclusivité qui peut être détenue au titre d'un partenariat n'a pas le même effet que quand il n'y a pas ce type d'arbitrage. Et d'ailleurs, une autre question un peu corollaire, c'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres événements d'importance majeure qui existent. Alors là, typiquement, par exemple, dans la décision au but sur les championnats de pétanque,
Il se trouve qu'il existait d'autres compétitions d'importance majeure également. Donc c'était relevé, donc c'était dans la décision, c'est le championnat du monde, le championnat de France, le mondial de Millau, ainsi que les masters de pétanque. Donc c'était beaucoup d'événements au cours de l'année qui finalement jalonnaient l'année sportive et qui permettaient à une marque finalement d'avoir un plan de communication qui soit aussi important. Et sur les événements d'importance majeure, finalement, bon, après c'est qu'est-ce qu'un événement d'importance majeure. Donc là, on a la liste du décret qui impose une rediffusion en clair, qui liste un certain nombre d'événements d'importance majeure. Il y a aussi la décision, l'avis tout à l'heure de 2003 qui en liste un certain nombre et qui constitue à cet égard un premier indice sur qu'est-ce qui peut constituer un événement d'importance majeure. Typiquement, c'est le championnat de France de foot, le rugby, le Six Nations, le Grand Prix de France en Formule 1, ce genre ou certains tournois de golf. Et enfin, un autre élément qui peut être important, c'est de savoir quel est l'avantage qui est conféré aux partenaires. Est-ce que le contrat de sponsoring permet à d'autres concurrents de l'annonceur d'être présents ou pas? Et donc ça, par exemple, dans l'exemple d'Obut, ça avait été mis en avant. Alors même si, in fine, l'analyse avait conduit à écarter toute préoccupation de concurrence, mais en l'espèce, la marque Obut bénéficiait d'une exclusivité dans le cadre de la manifestation et était la seule marque de boules de pétanque associée à la manifestation sportive. En revanche, quand l'exclusivité est limitée à un seul type de manifestation, quand il y a d'autres manifestations, le fait que l'exclusivité n'est pas nécessairement continue dans le temps ou qu'elle a une durée limitée peut être aussi pris en compte dans le cadre de l'évaluation concurrentielle. Et finalement, les critères qui vont être pris en compte dans le cadre de l'évaluation, si on peut faire à cet égard un parallèle avec les droits de diffusion télévisés, ça va être finalement quelle va être la force de traction du partenariat, quelle va être l'audience touchée, et aussi, je pense, une notion importante, c'est la notion de récurrence. Et de voir finalement, est-ce que les JO offrent une audience importante sur une période bornée? Est-ce que c'est la même chose que sur un partenariat qui va être beaucoup plus long? Et surtout, quelle est la position de l'opérateur sur le marché pertinent? Parce que c'est pas simplement la conclusion d'un partenariat qui va être un problème en soi, donc c'est bien la position de l'opérateur et l'utilisation qu'il va pouvoir en faire sur le marché. Donc ça, c'est important. Et donc finalement, la question consistera à déterminer quel avantage dans la concurrence est susceptible de conférer un partenariat particulier. Merci beaucoup Erwan pour ces analyses effectivement très fouillées. Donc, en effet, dans l'analyse du contrat de sponsoring, s'il y a des droits exclusifs qui sont conférés donc aux sponsors, si je vous ai bien compris, il faut qu'on regarde de part et d'autre s'il y a une situation de concurrence sur le marché. Côté organisateur des Jeux Olympiques, on va regarder s'il y a une situation de concurrence entre l'organisateur des Jeux Olympiques et l'organisateur d'autres compétitions sportives. La question donc va être de savoir est-ce que Visa peut aussi être partenaire d'autres événements? Est-ce qu'il y a des entreprises comme Carrefour, comme Leclerc, comme Decathlon, etc., qui peuvent hésiter entre différents événements sportifs qu'ils pourraient sponsoriser? Et si cette hésitation existe, il y a donc une situation de concurrence et donc ça, nous, de notre point de vue droit de la concurrence, c'est plutôt bon. Sportif ou non, là on pourrait discuter de savoir si on délimite le marché juste événements sportifs ou grands événements ou en général. La communication autour d'un événement sportif, c'est un moyen de communication pour une entreprise. Si Carrefour ne sponsorise pas les Jeux Olympiques de Paris 2024, Carrefour va quand même pouvoir communiquer autrement dans la presse. Pour n'importe quel acteur. Donc, sur la question de la délimitation du marché pertinent, le cas Obut est un petit peu spécial peut-être. Obut, c'est un fabricant de boules de pétanque. Donc, quelqu'un qui fabrique des boules de pétanque et qui sponsorise des tournois de pétanque, Obut, c'est évidemment très largement lié à la manifestation qui va le sponsoriser. Alliance, Carrefour, Alibaba, qui vous voulez, Visa, ils ont d'autres moyens de communiquer. Donc ça, c'est un point important aussi, je pense.
Oui, l'exemple au but, d'accord. Et vous voyez comme c'est une analyse très concrète en fait, parce que pour Carrefour, c'est vrai que le moyen de communiquer, c'est pas que les événements sportifs, mais enfin pour Decathlon, on réagirait peut-être un peu différemment. Enfin, c'est une analyse vraiment très très concrète. Alors voilà, d'un côté du spectre, il faut regarder s'il y a une situation de concurrence entre les différentes modalités pour faire de la communication. Et puis de l'autre côté du contrat, il faut aussi regarder s'il y a une situation de concurrence possible entre les différents sponsors. Typiquement, est-ce qu'il y a une situation de concurrence possible entre Coca, qui est un sponsor, et Pepsi? Et on va raisonner de la manière suivante. Il est évident que sur un événement comme les JO Paris 2024, on n'aura pas deux sponsors, Coca et Pepsi. Ça va être l'un ou l'autre. Mais ce qui compte, ça, c'est sûr. voilà. Et puis, mais alors, ce qui compte, c'est aussi de savoir si ensuite, sur les JO suivants, peut-être, est-ce que ça peut changer? Est-ce que Pepsi peut remporter la manche, hein? Je crois que c'est ça que vous disiez quand vous parliez aussi de la durée de l'exclusivité, finalement. Alors, Erwan, Oui, c'est bien cela? oui, tout à fait. Enfin, je pense que en fait, c'est pour ça que ça reste, ça peut rester que des considérations générales parce que ça va dépendre de chaque cas d'espèce. Mais effectivement, ça va dépendre des modalités de contractualisation, ça va dépendre des modalités d'attribution, après des modalités de contractualisation une fois que le choix a été fait. Et par exemple, typiquement, s'il y a une exclusivité, la durée de l'exclusivité. Et après, ça va dépendre de la position des acteurs sur le marché. Donc en fait, tout ça est un ensemble de paramètres, finalement, qui rend les situations très différentes et finalement il n'y a pas nécessairement il n'y a pas une réponse absolue pour chaque qui serait générale à tous les cas particuliers. Alors, on a parlé des sponsors, mais alors au niveau du contentieux, le gros du gros, ça va plutôt être sur les non-sponsors. Et on a commencé à vous parler de ces stratégies d'embauche marketing. Alors, je donne la parole à Magali Jalat parce que je crois que vous êtes quand même en première ligne sur ces problématiques en ce moment. Merci. Alors, merci d'accueillir l'ARP ou la RPP au sein de ce colloque et pour cette troisième table ronde. Donc, je rappellerai tout d'abord que la RPP ou l'ARP, donc c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui existe depuis 1935. Donc, c'est la seule autorité de régulation professionnelle en France. Et elle a pour mission statutaire de mener toute action en faveur d'une publicité loyale, véridique, mais j'allais dire dans l'intérêt de tous, que ce soit donc le consommateur, mais également les professionnels. Et au regard justement de cette mission, on a bien sûr l'obligation de connaître l'ensemble des règles qui sont applicables au contenu du message publicitaire, donc le champ de compétences de l'ARP. Et donc d'appliquer l'encadrement juridique, mais également déontologique, quel que soit le média de diffusion utilisé pour les publicités, et un encadrement juridique, mais également cet encadrement déontologique, donc l'encadrement et toutes les règles de contenu de la publicité sont donc dans le code de l'ARP des recommandations de la publicité. Et je voulais dire que pas seulement, puisqu'on applique aussi d'autres règles déontologiques qui sont des règles internationales et qui figurent dans le code de la Chambre internationale, donc le code ICC, dans lequel il y a un article dédié à l'embauche marketing. Donc voilà, par rapport au sujet, je pense que c'est important de le signaler et je reviendrai tout à l'heure sur ce point-là. Alors par rapport à votre question. Oui, mais juste alors, parce que là, vous m'avez intrigué, ce code de la charte internationale non, de la Chambre, internationale de commerce international, qui a vocation à s'appliquer au niveau international et que nous faisons appliquer au sein de... qui s'applique... Exactement, ce sont des règles déontologiques, au même titre que celles qui sont contenues dans les 31 recommandations du Code de l'ARP. D'accord. Des recommandations de la publicité, puisque c'est l'intitulé du Code de l'ARP. Et elles ont vocation à s'appliquer au niveau international. Mais j'y reviendrai après. Mais je vous en prie, allez-y, voilà. Donc non, alors donc je voulais dire que par rapport effectivement à l'embauche marketing et donc il y a évidemment un terme approprié en français qui est la communication opportuniste.
ou communication en embuscade, j'ai entendu aussi, c'est ça? Oui, j'avais Voilà. entendu en embuscade. Mais bon, voilà, on est dans la traduction conformément à la loi Toubon des termes. Mais donc, bon, pour l'embouche marketing, qui est finalement de profiter de la couverture médiatique ou de l'exposition médiatique d'un grand événement comme les JO, bien sûr, qui est d'en tirer un bénéfice en tout cas, de cette notoriété, de l'attraction de ce grand événement, un bénéfice qui est indu, c'est-à-dire il n'est pas justifié et bien sûr, il n'est pas justifié au regard des investissements, et ça a été dit, qui sont considérables, qui sont apportés par des sponsors officiels, puisqu'en fait, les techniques d'embauche marketing sont utilisées par ceux qui ne sont pas des sponsors officiels ou des partenaires officiels. Donc, évidemment, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, parce que c'est lié à la créativité aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des formes connues, j'allais dire, sans doute la plus connue, qui est d'utiliser tout ce qui est éléments qui sont pourtant protégés. Ce sont les propriétés olympiques, encadrées par l'article L141-5 du Code du sport et également de la charte, donc qui ont été cités tout à l'heure par Monsieur Raymond, en partie et en grande partie, j'allais dire, donc je les citerai pas toutes, mais évidemment l'emblème, la mascotte, tout ce qui est les termes bien sûr, et puis aussi les œuvres artistiques, qui soient aussi les œuvres musicales ou autres œuvres créées pour l'occasion. Mais il y a des techniques qui sont un peu moins connues, j'allais dire, et un peu plus subtiles. Alors, vous parliez de concurrents, mais subtil aussi parce que c'est difficile de pouvoir les qualifier. S'agit-il vraiment d'embauche marketing ou pas? Donc, si une marque demande à des personnes d'afficher justement sa marque et demande à ces personnes d'assister à une manifestation sportive en présentant la marque, de positionner bien sûr ces personnes dans le public de manière stratégique pour qu'elles soient vues ou filmées pendant justement la manifestation sportive, vues et filmées par la couverture médiatique et donc relayées, eh bien on peut parler aussi d'embauche marketing. Alors après, je citerai aussi un autre exemple, parce que dans la publicité, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples qui ont donné lieu à la jurisprudence. Mais nous sommes en 2008 et c'est le tournoi Destination. Et il y a une publicité qui est diffusée en pleine page pour un constructeur automobile et pour, j'allais dire, un modèle emblématique du constructeur automobile, en pleine page d'un quotidien sportif français. Et qui présente le score donc obtenu la veille par deux nations. Donc, il ne présente que le nom des nations, le score. Donc, France, 13, Angleterre, 24. Et puis, il communique sur une félicitation, donc, mais qui n'est pas attribuée du tout au prochain match. Non, félicitations à l'Angleterre. Et donne rendez-vous pour le match qui va suivre et qui est donc le match France-Italie, en proposant un score certes complètement décalé parce que j'allais dire disproportionné pour l'Italie, qui correspond exactement à la dénomination du modèle du véhicule qui est objet de la publicité. Et là, bien sûr, il y a la Fédération française de rugby qui fait un recours et qui met en avant le fait qu'il y a un parasitisme, puisque c'est profiter finalement de l'événement, mais la Cour d'appel et ensuite même puisqu'il y a eu un pourvoi en Cour de cassation, la Cour d'appel dit qu'il n'y a pas captation du flux économique de manière injustifiée, un flux économique qui est généré par cet événement, et relève tous les points de cette communication, de cette publicité. Et en premier lieu, le fait que félicite une équipe qui n'est pas l'équipe française et que habituellement on félicite, bien sûr, quand on est sponsor officiel, l'équipe française,
ou fait référence à l'Italie, mais qui n'est pas non plus l'équipe française, donc c'est pas commun chez les sponsors officiels. Qui relève qu'il n'y a pas de logo, qu'il n'y a pas de référence à la Fédération française de rugby, et qui conclut donc, comme je vous disais, au fait que finalement, ce qui figurait dans la publicité, ce ne sont que des éléments qui sont des éléments d'actualité, qui sont connus, et donc les noms des nations, des scores connus, et que ça ne pose pas de difficultés. Donc, les pratiques en matière donc d'embauche marketing, de communication opportuniste, elles sont très variées, mais c'est pas un sujet qui est très facile à appréhender. Voilà, donc. Depuis qu'on s'est parlé, j'ai réfléchi à 1000 exemples. Alors, j'ai eu des cas pratiques tout à l'heure, mais moi aussi, j'aurais envie de vous donner plein de cas pratiques, d'exemples où je me suis demandé si c'en était ou c'en était pas. Emmanuel, avant de parler de mes exemples sur lesquels je tergiverse, Emmanuel, tu as aussi de la pratique, je crois, sur ces sujets. Oui, alors parmi les exemples donnés par Magali, pour ne pas le citer, la Fiat 500, n'est-ce pas? Le dernier, c'était ça. L'exemple des personnes placées de façon stratégique dans les stades, c'était à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby en 2007. C'était les Dim Dim Girls, peut-être que les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. C'était des jeunes filles très dénudées qui dansaient dans les stades et qui évidemment attiraient immédiatement les caméramans qui passaient plus que le match lui-même pendant le match, avec un marketing d'embuscade très malin, parce que Dim n'avait jamais communiqué sur ce plan-là, n'avait jamais donné sa marque. Les jeunes filles ne portaient pas la marque de Dim en évidence, mais évidemment, le bouche à oreille a fait qu'au bout de 5 minutes ou une journée, tout le monde savait que c'était les Dim Dim Girls, et Dim a été condamné sur ce plan-là. Pour justement s'être mis dans le sillage. Après, comme vous le disiez, Magali, ce qui est aussi passionnant dans ce domaine-là, c'est l'inventivité des marques qui vont jouer. Alors, quand elles utilisent les marques olympiques, les anneaux, finalement, c'est très facile parce que ça s'attaque sur le biais de la contrefaçon de marque. Parfois, elles ne le font pas. Il y a un exemple très caractéristique en matière d'embauche. Le premier gros exemple d'embauche olympique, et on va revenir sur Visa. Amex était un partenaire du CIO pendant longtemps et Visa est devenu partenaire à partir du milieu des années 80. Et Amex l'a pas très bien pris. À l'occasion des JO de Barcelone, c'était en 92, Amex a fait une grande campagne de pub aux États-Unis, en Espagne. Je crois qu'à l'époque, on venait de supprimer l'obligation de visa pour venir en Europe pour les touristes américains. Et donc, Amex a fait une grande campagne qui disait « No need to have a visa to come to Spain ». Ce qui était vrai. Donc, d'un point de vue juridique, on aurait pu dire est-ce que cette chose pouvait se régler devant les tribunaux. Pour la petite histoire, ça s'est réglé avec un monsieur qui était membre du CEO qui s'appelait Dick Pound, un ancien nageur canadien, qui a appelé le président d'Amex, qui lui a dit on va parler. Ce que je vais faire, si tu continues comme ça, je vais organiser une conférence de presse avec l'équipe de gymnastique des États-Unis. Ce sont des gens qui pleurent sur commande, je te préviens. Donc ça va être très facile. Et je vais leur dire, dites qu'Amex, bien loin de les aider, les coule. Parce que, justement, ils mettent en cause un partenariat qui avait été signé. Et moi, je vais prendre ma carte Amex et, devant les caméras du monde entier, je vais la découper en deux. Alors, il y a plusieurs réactions qui sont possibles à ça. Amex peut dire, c'est très bien, ça va me faire de la pub, hein, c'est génial. Donc, continue, fais-moi de la pub. Et finalement, ce qui s'est passé, le PDG d'Amex a dit, bon, allez, on arrête ça. On va arrêter de faire de l'embauche autour des JO. On a perdu le contrat et maintenant, vous le faites avec Visa. Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment dans des techniques qui sont très inventives et qui sont parfois difficiles à contrer pour les organisateurs des compétitions, mais c'est un petit peu tout le jeu. Alors, autour des Jeux, il y a des règles qui ont été mises en place. Il y a la loi olympique qui a été votée en 2018 et puis qui a été complétée en 2023. Des règles qui prévoient notamment pas seulement à l'intérieur des stades, où là c'est une clean venue totale, mais dans des zones à l'extérieur des stades, une interdiction
de quelque affichage que ce soit. Donc les sponsors ne peuvent pas être dans les stades, mais peuvent évidemment faire de la pub à l'extérieur des stades. Et on a des zones qui sont plus ou moins larges, qui interdisent l'affichage de quelque marque commerciale que ce soit. Et vous avez un certain nombre d'organisateurs qui veulent aller très loin là-dessus, notamment l'exemple de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, où ils avaient demandé de décrocher tous les logos qui étaient sur les immeubles. Donc vous aviez des immeubles avec les logos qui étaient et on avait demandé décrochez-moi les logos. Ça, on ne le fait pas en France et on ne pourrait pas le faire en France. Par contre, il y a des consignes qui sont données aux caméras et aux diffuseurs de la compétition de ne pas filmer ce genre de logo. Donc voilà, il y a des règles qui sont assez originales à trouver, mais pour une protection des sponsors toujours. Il y a une publicité qui m'a interpellée cette semaine, mais tu as dit que Decathlon est un partenaire, est un sponsor, hein. Donc du coup c'est un cas pratique totalement fictif que je donne, hein, parce que justement j'ai vu une publicité de Decathlon. Comme ils sont sponsors, c'est pas un problème. Mais mettons s'ils ne l'étaient pas. C'est pour ça que c'est totalement fictif. S'ils ne l'étaient pas, ils ont une publicité pour un maillot de bain, vous avez peut-être vu, et c'est écrit que cet été, pour éviter les embouteillages à Paris, passez par la Seine. Et il y a le maillot de bain. Bon, comme ils sont sponsors, il n'y a pas de souci. Mais enfin, s'ils ne l'étaient pas. Il y a des non-sponsors qui font à peu près la même Et chose. c'est embuscade, ça, ou pas? On est dans la définition de l'embuscade, qui est de se mettre dans le sillage d'une compétition. C'est toujours la même chose, Magali pourrait me compléter là-dessus. C'est comment un consommateur moyennement attentif va réagir à ce genre de campagne. Est-ce qu'il va faire un lien immédiat avec l'événement qui est en place ou est-ce qu'il ne va pas le faire? Et aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises qui ne sont pas partenaires et qui vont jouer à ça et qui vont faire un lien. Donc là, tu dirais embuscade, hein. Oui, parce que moi, c'est mon rôle, finalement. Et Magali, embuscade? Alors, je le disais, c'est pas évident de pouvoir qualifier, évident, hein. Donc c'est vraiment assez complexe. Mais c'est vrai qu'à l'ARP, dans le cadre de notre mission statutaire que je vous ai citée, on est amené quotidiennement à délivrer des conseils avant diffusion sur tous les médias et des avis pour la télévision et pour les services de médias audiovisuels à la demande. Et donc, on analyse les publicités, c'est l'activité préventive de l'ARP, au regard, bien sûr, de toutes les règles qui sont applicables au contenu de la publicité. Et on peut, bien sûr, l'encadrement juridique classique, puisqu'on l'a entendu, il y a beaucoup de dispositions de différents codes qui s'appliquent, y compris le code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, bien sûr. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut appliquer des règles déontologiques. Et donc nous, dans le cadre de nos conseils avant diffusion, on peut appliquer l'article qui est dans le code de la Chambre de commerce internationale, qui est donc, d'ailleurs, ce code est amené à voir sa 11e version publiée en septembre de 2024. Et selon ce code, je vais vous lire d'ailleurs la disposition et l'article. Aucune partie ne doit prétendre s'associer ou faire croire à tort qu'elle est le sponsor d'un événement ou d'une couverture médiatique d'un événement, qui soit sponsorisé ou non, à moins qu'elle ne soit effectivement un sponsor officiel. Alors il y a une deuxième partie d'ailleurs sur le sponsor et le sponsorisé qui doivent tous deux s'assurer que les mesures qu'ils prennent pour lutter contre le marketing sauvage sont proportionnées, ne portent pas atteinte à la réputation des biens ni ne créent un préjudice pour le public. Alors c'est vrai qu'au regard de ces dispositions, alors bien sûr on pourrait être amené à déconseiller tout ce qui est propriété olympique, ça c'est sûr, y compris, j'allais dire, ce qui est un peu tendance en ce moment, c'est les hashtags, donc les dièses. Voilà. Et puis, au regard de cette disposition-là, on peut déconseiller aussi des références comme celle que vous citiez justement à l'événement, ou en tout cas par principe de précaution attirer l'attention et alerter pour que évidemment il n'y ait pas d'action qui soit menée contre l'annonceur ou la marque. Alors
je vous le dis, c'est pas le cas. On n'a pas aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas reçu de demande qui viserait à surfer, comme on pourrait dire, sur l'événement du JO, mais on verra pendant l'événement. Voilà. Et puis, je vous ai parlé de la partie avant diffusion des publicités, mais il y a la partie après diffusion des publicités. Et à l'ARP, nous avons donc, dans le cadre du dispositif qui a été mis en place par l'ARP, qui est le dispositif de régulation professionnelle de la publicité, concerté avec la société civile, une instance qui est le jury de déontologie publicitaire et qui est composé de personnalités totalement indépendantes de la profession publicitaire et présidée, vice-présidée par 2 magistrats, et qui traite de toutes les plaintes qui peuvent lui être adressées. Donc, il pourrait y avoir une plainte qui lui soit adressée au regard du code de la Chambre de commerce internationale et plus particulièrement au regard de certains articles du chapitre B du code ICC. Et ça n'a pas été le cas, en tout cas à date non plus. Il n'y a pas eu de plaintes qui ont été déposées au jury. Et bon, on verra par la suite. J'ai 2 questions supplémentaires sur le rôle de l'ARP. En amont, les avis ne sont pas obligatoires. On n'a pas besoin de demander l'autorisation de l'ARP avant de diffuser une publicité. Alors, avant diffusion, il y a une obligation pour tout ce qui est télévision linéaire et services de médias audiovisuels à la demande, puisque dans le cadre de l'autorégulation, les chaînes se sont engagées à ne pas diffuser de publicité, donc dans les écrans publicitaires et les services de médias audiovisuels à la demande, sans l'avis définitif de l'ARP. L'avis favorable, évidemment, donc, oui, pas un avis à modifier. D'accord. Pour l'audiovisuel, votre avis est donc indispensable. Tout à fait, oui. D'accord. Et alors, en aval, on a parlé, oui, de ce comité contentieux, donc, qui traite des plaintes. Est-ce que vous avez aussi un rôle de demandeur en justice? Vous allez en justice ou pas? Alors non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous disais que le jury de déontologie publicitaire a pour mission de traiter des plaintes au regard du code de l'ARP, donc il y en a 31 recommandations du code de l'ARP, ou du code ICC. D'accord. Voilà. Contrairement à l'ARP, qui, dans le cadre de sa mission quotidienne avant diffusion, regarde la conformité des publicités par rapport à l'encadrement, qu'il soit juridique ou déontologique. Voilà, toutes les règles qui sont applicables au message et au contenu du message publicitaire. Et le jury, lui, bien sûr, ne peut pas empiéter sur les travaux des juridictions, enfin les compétences des juridictions. Merci infiniment. Et peut-être un dernier point qu'il faut aborder parce qu'il est de plus en plus important. On n'est pas dans l'embouche, on est parfois à la frontière. C'est la question des sponsors personnels des athlètes ou des équipes. C'est des questions qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, pas seulement sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur d'autres manifestations sportives, mais qu'on va retrouver évidemment beaucoup sur les Jeux, notamment sur les réseaux sociaux, puisque vous avez des athlètes qui sont sponsorisés par des marques qui parfois peuvent être concurrents ou pas d'ailleurs, mais c'est même pas la question, des sponsors officiels de la compétition. Et surtout sur des athlètes qui vont être médiatisés finalement que tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques. Il va y avoir forcément une volonté de ces sponsors de mettre en avant leurs athlètes à l'occasion de cette compétition. Simplement, ces athlètes, ils sont mis en avant à l'occasion des Jeux Olympiques, c'est-à-dire d'une compétition particulière dont les droits n'appartiennent ni à l'athlète ni au sponsor personnel de l'athlète. Donc là aussi, il y a une frontière qui est un petit peu difficile à trouver. Alors, pendant longtemps, le CIO avait une règle très claire et très simple qui était de dire pendant les Jeux Olympiques et pendant 3 mois avant et pendant 3 mois après, les sponsors personnels n'ont pas le droit de faire de pub, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Ça a été attaqué par un certain nombre d'athlètes, notamment en Allemagne. Il y a une décision du Bundeskartellamt en matière de concurrence en disant que cette règle olympique, qui était la règle 40 de la charte olympique, était beaucoup trop restrictive. Et aujourd'hui, cette règle a été assouplie, mais on a quand même, et c'est bien normal, des règles qui encadrent cette publicité des sponsors personnels, qui peuvent féliciter par exemple leurs athlètes sur les réseaux sociaux à l'occasion d'un titre olympique, mais dans des conditions limitées, ou qui peuvent continuer à mener des actions commerciales et de publicité pour leurs athlètes pendant la période des JO, à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation de l'amplitude de ces actions pendant les JO. Donc on va dire, si vous avez fait une campagne 90 jours avant les JO pour un athlète personnel, vous n'avez pas le droit pendant les JO de faire 50 spots là où vous en faisiez un avant. Donc c'est ces règles qui sont mises en place, qui ont toujours la même finalité.
la nécessité de protéger les partenaires des compétitions, tout en laissant dans une certaine mesure, parce qu'on sait bien que c'est aussi important dans l'écosystème du sport, les partenaires des athlètes ou des équipes communiquer dans une certaine mesure. Notamment sur leur score ou sur les titres ou ce genre de choses, tout à fait. Alors, on va pouvoir aborder le deuxième thème de cette table ronde, nécessairement de manière un peu plus rapide, forcément, sur donc l'attribution des droits TV. Là, je m'adresse peut-être davantage, sauf si Magali souhaite intervenir, bien sûr, à Erwan et à Emmanuel, sur la question de savoir voilà, comment les choses se sont faites. Comment le CIO a attribué alors les droits. Alors c'est pas le CIO, donc je te vois en train de froncer les sourcils, mais tu vas expliquer le mécanisme contractuel pour l'attribution des droits TV, et puis discuter de cette attribution en bloc, puisque j'ai compris que c'était un des points de discussion possibles. Erwan, si vous voulez commencer ou pas. Bon, en tout cas, sur les modalités pratiques, je pense que vous êtes mieux placé pour commencer. En fait, c'est la question des attributions des droits audiovisuels en matière sportive. Quand on parle de droit de la concurrence et secteur sportif, c'est sans doute le sujet le plus prégnant du droit de la concurrence sur l'attribution des droits audiovisuels. Alors, pas tellement sur les JO, mais la question de comment sont attribués les droits, et Erwan en parlait tout à l'heure, quel est l'impact de l'attribution des droits sur un marché, sur une structuration d'un marché, notamment de la télévision payante. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est là où aussi on peut voir, et Anne-Sophie t'en parlait, tu dis que le droit de la concurrence s'applique entièrement au secteur du sport. Oui, c'est vrai dans l'ensemble. Il y a quand même une spécificité du secteur du sport qui est prise en compte. Cette spécificité, c'est que le secteur sportif, c'est pas un marché tout à fait comme un autre d'un point de vue droit de la concurrence. Pourquoi ? Parce que dans un marché classique de droit de la concurrence, Erwan, vous me contredirez si je raconte des bêtises, le but d'un acteur sur un marché, c'est d'être le plus fort possible finalement. Le but du droit de la concurrence, c'est pas de garder sur des marchés des acteurs qui ne sont pas efficients. Il vaut mieux qu'ils fassent autre chose plutôt que de demeurer sur un marché alors qu'ils ne sont pas efficients. Donc, on a un droit de la concurrence dans une économie de marché normale qui est que chaque acteur finalement doit mener un comportement indépendant qui va le rendre le plus fort possible parce qu'il sera le plus efficace possible. Bien sûr, sans pratique anticoncurrentielle, mais en tout cas, c'est ça. Un marché sportif, un championnat sportif, ça ne peut pas marcher de cette façon-là. Il y a besoin d'une certaine solidarité qui existe entre les différents acteurs pour le bon fonctionnement même du marché. Si vous avez un championnat de football où vous avez un ou deux clubs qui sont ultra dominants et qui vont, pardon l'expression, bouffer tous les autres tout le temps, au final, ce ne sera pas bon pour le fonctionnement du marché dans son ensemble, y compris pour les clubs les plus importants. Ils ont besoin d'avoir une certaine concurrence entre eux et de maintenir un certain équilibre entre les acteurs. Et ça, le droit de la concurrence, et notamment l'a parfaitement compris quand on regarde les ligues américaines. Les ligues américaines, c'est que ça. Hein, c'est que le but du jeu, c'est que de garder un écosystème fermé, finalement, en garantissant la plus grande égalité possible entre les différents acteurs et même en rétablissant parfois de façon artificielle la concurrence si jamais elle est faussée. Donc, d'un point de vue de fonctionnement du marché, ça c'est important. Et pardon, j'ai été un peu long, mais je reviens sur la conséquence que ça peut avoir, notamment au niveau de la commercialisation des droits audiovisuels. Les autorités de concurrence vont considérer la Commission européenne et l'autorité de la concurrence et même la loi française, par exemple, sur les droits les plus importants, les droits du football, par exemple, vont considérer que la vente centralisée, alors c'est pas qu'elle est forcément autorisée au regard du droit de la concurrence, mais elle peut être exemptée au regard des règles de concurrence. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre d'assurer d'une certaine façon cette solidarité, ce partage des recettes entre les clubs. Si en France, vous laissez les clubs vendre leurs droits de façon individuelle, vous avez Marseille, vous avez le PSG, vous avez peut-être Lyon qui vont vendre leurs droits, vous allez avoir 15 autres clubs qui vont rien vendre du tout. Et donc, on va se retrouver dans un système qui sera totalement biaisé. Donc, cette vente centralisée, elle est finalement autorisée, ou en tout cas acceptée dans certaines limites, toujours par le droit de la concurrence. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce point-là. Oui, alors c'est un peu un régime dérogatoire, hein, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une analyse classique de droit de la concurrence, c'est qu'en fait, les pouvoirs publics ont décidé
compte tenu des caractéristiques de certains droits, du coup, notamment les droits pour le foot, de les encadrer par le code du sport, et donc d'encadrer les conditions de mise en concurrence de ces droits. Donc, du coup, c'est pas stricto sensu, même si ça s'inspire du droit de la concurrence, c'est pas stricto sensu une analyse droit de la concurrence classique. En tout cas, ce qui est intéressant sur les droits audiovisuels, c'est que du coup, en France, on a un décret de 2004 qui impose, parce que en fait, donc, si j'ai bien suivi, l'exclusivité des droits a été obtenue par Discovery, la maison mère d'Eurosport, et donc du coup, il y a un décret de 2004 qui impose pour un certain nombre de compétitions, là encore, d'importance majeure. Alors c'est intéressant parce que du coup, ça montre une certaine dichotomie des manifestations sportives. Et pour ces manifestations, du coup, impose à l'opérateur qui aurait l'exclusivité, du coup, une diffusion en clair d'une partie des contenus. Et donc, j'imagine, c'est à ce titre-là que France Télévisions a acquis une partie des droits. Je crois que c'est pour 200 heures de retransmission sur un volume de un peu moins de 4000 heures. Et donc, du coup, ça, c'est un peu la spécificité du montage. Et donc, peut-être juste un point sur donc, parce que du coup, c'est encadré juridiquement par l'article 5 du décret, qui précise que l'offre doit être faite selon des termes et des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires. Et donc, finalement, le titulaire des droits de transmission des Jeux Olympiques, Discovery, était donc dans l'obligation de négocier avec un diffuseur en clair pour la diffusion de moments significatifs ou de moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives des pays participants. Donc ça, c'est l'article 4 du décret. Et donc, si je comprends bien, il y avait plusieurs chaînes qui étaient sur les rangs, notamment TF1, M6. Et in fine, c'est France Télévisions qui a réussi à conclure l'accord. Et en tout cas, c'est particulièrement intéressant sur ça parce que ça permet d'observer que les droits de diffusion peuvent être encadrés par des textes spécifiques qui peuvent contraindre le titulaire de revendre une partie s'il n'est pas présent, par exemple sur la diffusion en clair, et qui peuvent contraindre le titulaire s'agissant des modalités attachées à ce processus de revente, comme par exemple, alors c'est pas le cas là en l'espèce, mais en tout cas sur le fait de faire des offres équitables, raisonnables et non discriminatoires, qui est précisé par le décret. Alors, ce que je voudrais bien comprendre, c'est qu'il y a un contrat donc de droit privé qui a été conclu entre le CIO et Eurosport. Hein. Discovery. Oui. Et Discovery pour l'attribution des droits. Et alors, qu'est-ce qui vient faire là, ce décret il valide le contrat? Je ne vois pas très bien comment ça s'articule. Non, en fait, alors il y a un point majeur au départ, qui est de dire que les droits de propriété audiovisuelle d'un événement sportif appartiennent à l'organisateur. C'est le point le plus important. Donc le CIO, c'est le CIO qui vend les droits à l'international. Je reviendrai tout à l'heure sur les Paralympiques, c'est une situation un petit peu différente. Donc le CIO vend les droits à l'international et passe des contrats avec un certain nombre de diffuseurs sur des zones géographiques particulières. Par exemple, Discovery, Eurosport a acheté les droits sur la zone européenne. Aux États-Unis, vous avez un partenaire historique du CIO qui est NBC, qui a les droits sur l'Amérique. Et donc Discovery, derrière, lui, donc achète les droits au CIO et les revend ou ne les revend pas à un certain nombre de diffuseurs en clair. En France, on a en effet ce décret qui est le décret sur les événements d'importance majeure qui, en gros, oblige le titulaire d'un droit, s'il n'est pas gratuit, à proposer, comme le disait Erwan, l'acquisition de ces droits à des conditions raisonnables et non discriminatoires à un opérateur gratuit. L'objectif étant de donner accès à l'ensemble de la population à une compétition qui est considérée comme un événement d'importance majeure. Donc vous avez des dispositions comme ça différentes dans tous les pays. Discovery, une fois de plus, n'a pas acheté que pour la France, a acheté pour l'Europe, et après passe des contrats avec 10 diffuseurs en clair, parce que c'est aussi l'intérêt, finalement, à la fois du CIO, à la fois de Paris 2024 et à la fois de Discovery, de pouvoir offrir une diffusion
la plus large possible, donc sur des télévisions en clair, dans un certain nombre de pays. Et le décret d'importance majeure, c'est une situation particulière à la France qui oblige le diffuseur à le faire. Il y a d'autres pays où il n'est pas obligé de le faire, mais c'est aussi son intérêt de le faire, parce que ça permet aussi de lisser les coûts d'acquisition d'une compétition. On le voit par exemple en ce moment à l'Euro. Les droits de l'Euro ont été acquis par beIN, ont été revendus pour une partie des matchs à TF1. Parce que les matchs de l'équipe de France sont des événements d'importance majeure. Mais ce n'est pas que les matchs de l'équipe de France, c'est les matchs finalement les plus attractifs, parce que ça va être l'intérêt de tout le monde. Ça va aussi augmenter la publicité autour de ça. Donc c'est tout un écosystème qui participe de ça. Et là, pour les JO, donc il y a 200 heures qui sont vendues à France TV. Alors, il y a plus que ça. France TV va faire des canaux, alors pas forcément sur les chaînes de France TV, mais sur les réseaux numériques de France Télévisions. Il va y avoir des canaux où il va y avoir plus que ça. Il va y avoir sur le canal numérique de Discovery, il va y avoir tous les jeux. Donc toutes les compétitions du début à la fin, tous les jeux, n'importe quelle compétition, des qualifications jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des contrats, mais c'est des contrats de droit privé en effet qui se passent derrière entre les diffuseurs. Après, il peut y avoir aussi des contrats qui vont se passer directement entre l'organisateur et une chaîne de télé. Je vais vous donner l'exemple des Jeux paralympiques où la règle est un petit peu différente. Les Jeux paralympiques, c'est malheureusement, sans doute, on est dans un autre monde que les Jeux Olympiques en termes d'impact et notamment de volume des droits de diffusion et de valorisation des droits de diffusion. Les Jeux Paralympiques, quand Paris a eu les JO, et c'est une obligation qui est donnée par l'IPC et le CIO, le comité d'organisation doit racheter les droits des Jeux Paralympiques et doit ensuite se charger lui-même de la revente dans les différents territoires. Donc c'est ce qui se passe. C'est par exemple pour les Jeux Paras, il y a un appel d'offres qui a été organisé par le comité d'organisation sur la France, où un certain nombre d'acteurs ont répondu, et c'est également France Télévisions qui a obtenu ses droits, mais à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Et là encore, la question d'un point de vue droit de la concurrence peut se poser. Est-ce que avoir les droits des Jeux paralympiques pour un opérateur audiovisuel, c'est un produit qui est incontournable ou qui ne l'est pas? Donc est-ce qu'il faut faire un appel d'offres ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Après, l'organisateur peut aussi avoir, lui, la volonté de faire un appel d'offres, même s'il n'y est pas obligé, parce que l'appel d'offres, c'est aussi une façon de mettre en concurrence différents acteurs potentiellement intéressés, et donc d'avoir l'offre la plus intéressante, qui pour les paras, d'ailleurs, n'est pas forcément l'offre la plus intéressante d'un point de vue financier. Typiquement, pour les Jeux paralympiques, il y a une volonté d'exposition du sport paralympique, et avoir quelqu'un qui va exposer le sport, tous les Jeux paralympiques pendant des centaines d'heures à la télé, versus quelqu'un qui va faire 2 heures mais qui va donner 10 millions d'euros de plus, il peut y avoir une vraie volonté de dire moi je préfère avoir une exposition de ces compétitions pendant longtemps plutôt que d'avoir plus d'argent. Donc c'est tous ces équilibres qu'il faut essayer de trouver. On aurait même pu imaginer une vente liée quand même, olympique et paralympique, de sorte à faire une péréquation, quelque chose lié, parce que c'est pas le même vendeur. Il y en a un qui est le CIO, il y a l'autre qui est l'organisateur local. Donc après, ça peut aussi être un intérêt. Alors c'est vrai que pour France Télévisions de se dire j'ai à la fois les JO et les Jeux paralympiques, ça fait que sur tout l'été, je vais être acteur principal finalement de cette manifestation, avec une volonté de donner un affichage important aux Jeux paralympiques. Vous pouvez se dire aussi, quelqu'un qui n'est pas partenaire comme TF1 ou M6 des Jeux Olympiques peut avoir intérêt à se dire moi aussi je veux participer à la fête d'une certaine façon, même si c'est pas sur les Jeux. Je suis partie. D'accord. Donc c'est des stratégies de commercialisation qui peuvent être assez variées en fonction des objectifs qu'on est amené à rechercher. C'est parfait. Est-ce que nous avons encore le temps pour prendre quelques questions de la salle éventuellement? Eh bien alors c'est parfait. Eh bien nous ouvrons le débat. Bonsoir et merci beaucoup. Alors mes questions vont être juridiques, donc je suis Angela Trade, avocat. Bonsoir confrères, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je vais essayer d'être très brève. La première question, c'est sur cette question de sponsoring des joueurs. Parce que pendant la conférence, vous avez donc parlé du sponsor des joueurs et notamment par les marques. Je suis allée sur Internet regarder Usain Bolt. Et Usain Bolt porte un maillot avec l'insigne Puma pendant les Jeux Olympiques. Donc, question, est-ce que les joueurs eux-mêmes peuvent porter
des marques et les afficher? Seconde question, est-ce que vis-à-vis des marques elles-mêmes, ça ne va pas être la course au community manager, étant donné que vous avez parlé d'augmentation de l'amplitude des actions? Alors, est-ce que pendant 4 ans, les marques doivent sponsoriser à fond leurs joueurs et publier énormément sur leurs joueurs? Et est-ce qu'on va avoir une comparaison entre l'activité des marques? Beaucoup de questions. Seconde question, cette fois-ci sur la clean venue encore. Et je vais essayer d'être brève. Je crois savoir que Omega va être le sponsor des chronomètres pendant la compétition, et c'est probablement l'une des seules marques qui va être affichée. Alors comment est-ce que ça se justifie en matière de concurrence? Et seconde chose, on entend beaucoup parler du parcours de la flamme olympique, et on entend également parler de la cérémonie d'ouverture, et sauf erreur de ma part, c'est sponsorisé, en tout cas pour le parcours, par LVMH, et peut-être lors de la cérémonie d'ouverture par LVMH encore. Et donc, non, très bien. Alors, Ouest France se posait la question. Je vous propose, confrère, de les informer. Mais donc, en matière de temporalité, quand est-ce que cette question de clean venue est mise en place? Est-ce que c'est simplement pendant la compétition elle-même, ou est-ce que c'est pendant tout ce cadre? Et j'ai encore plein d'autres questions, mais je vais m'arrêter là. Oui, je crois qu'il y a des questions d'ailleurs auxquelles on a peut-être déjà commencé à répondre en parlant du cas Visa. Hein. Je pense que ce sera exactement la même réponse. Non, pas forcément. Sur Omega, c'est vrai que alors, on peut parler d'Omega. Omega, c'est un sponsor, en effet, du chronométrage. Et les chronomètres apparaissent dans les stades, et puis les horloges apparaissent dans les stades. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on accepte que le nom du sponsor apparaisse, mais sur les chronomètres, uniquement en lien avec les chronomètres. Vous n'aurez pas Omega sur des panneaux dans les stades. Vous aurez un chronomètre ou vous aurez une horloge, où vous aurez le nom d'Omega qui va apparaître. Ça, c'est un certain lieu. Toute règle a des exceptions. Donc c'est celle-là, mais ça ne veut pas dire que Omega va être tout autour du terrain pendant les Jeux. Sur le sponsoring des athlètes, alors il y a une règle particulière là encore dans la charte olympique sur les équipements des athlètes, les équipements sportifs des athlètes. Alors vous avez différentes techniques qui sont mises en œuvre par les CNOSF, par les comités nationaux olympiques pour l'équipement de leurs athlètes. Certains comités nationaux olympiques ont des contrats de sponsoring avec un seul équipementier, d'autres n'en ont pas, et donc laissent le choix aux athlètes de choisir leur propre équipementier et de courir avec leur propre équipementier. L'équipe de France est équipée par un seul équipementier parce que là, ça a été le choix du CNOSF et du CPSF. Donc voilà, on a des règles différentes avec en plus des différences qui peuvent exister en fonction des équipements. Et notamment, on va dire qu'un équipement qui participe de façon directe à la performance sportive, le choix doit être laissé à l'athlète. Je ne sais pas si vous regardez, si vous vous intéressez au foot, vous allez voir que, bien évidemment, les joueurs de foot portent tous un maillot du même équipementier. Si vous regardez leurs chaussures, toutes les chaussures seront des équipementiers différents parce que c'est le choix du sportif. Et donc, typiquement sur l'athlétisme, pareil, on va laisser au sportif le choix de choisir ses pointes. C'est pas la fédération, c'est tout ce type d'équipement pour la performance sportive est laissé. Donc voilà, on a des règles différentes, mais ce qui est clair, c'est que l'équipementier, qui n'est pas partenaire de l'évidement lui-même, finalement, on ne peut pas l'empêcher d'apparaître sur le terrain de jeu pendant que l'athlète fait sa performance, mais les règles de sponsoring et de félicitation de l'athlète et de réseaux sociaux et ce genre de choses sont les mêmes que les autres sponsors. Ça revient au même. Après, sur la technique consistant à faire 4 ans de pub pour ne pas être plus pendant... Alors, la règle 50 a été modifiée très récemment, donc on n'a pas encore beaucoup de recul sur la question. Après, moi, j'ai envie de dire, si un sponsor personnel d'un athlète, d'un petit sport a envie de faire de la pub pendant 4 ans sur son athlète, bah, très bien, hein, et j'en suis très content. Donc on est bien d'accord que Puma et Omega... Usain Bolt ne court plus, hein, juste pour la petite histoire. Et Puma et Omega, c'est quand même une réponse symétrique là que tu donnes. C'est quand même de l'équipement pour le sport. Exactement. Qui est quand même différent de s'il y a une publicité pour une Renault au fond du stade. C'est Toyota le sponsor. Bon, pardon. Oh là là, tout de suite. Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mesdames de la chaire, j'ai bien peur que nous devions rendre le Flore pour la suite, voire pour le cocktail dans très peu de temps. Ça se rapproche quand même, hein. Il y a un élément entre les deux, mais je l'ai aperçu, n'ayez crainte. Merci à vous trois.